J'invite donc Guy Casser à faire sa présentation. Donc bonjour à ceux que je n'ai pas salués, je m'excuse d'être arrivé en retard, j'ai quelques amis que je n'ai pas encore salués. Ce que je vais vous raconter va être un petit peu différent de ce qui est raconté dans le bouquin, parce que c'est un sujet qui évolue très vite en ce moment, à la fois au niveau international mais aussi au niveau national. De faits relativement nouveaux. Le réseau France Paysanne en tant que tel est maintenant intégré dans la discussion officielle, y compris sur les ressources génétiques. Et demain, on a une réunion au ministère, d'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu les hypothèses qui sont en train de mettre en place. Et l'autre facteur déterminant, c'est que le paysage, disons, des semences, qu'ils soient industrielles ou semences paysannes, est bouleversé de manière récemment visible, mais en tout cas de manière très rapide, par le brevet, puisque vous avez soulevé ce problème, et je pense que certains d'entre vous, vous avez entendu parler de la décision de la grande chambre de l'Office européen des brevets, qui n'est pas une nouveauté, c'était déjà écrit dans la directive de 98, mais qui donc dit très concrètement que ce qu'on fait, c'est-à-dire alors ils appellent ça du matériel biologique, mais on va dire une variété ou des plantes issues de processus de sélection, ils appellent ça éventuellement dérivé, mais c'est essentiellement biologique. C'est ce qu'on fait, hein, c'est des croisements, c'est de la sélection. C'est brevetable. On croyait que ce n'était pas brevetable, c'est brevetable. Donc je vais essayer de classer un certain nombre de sujets dont j'aimerais bien qu'on ait le temps de changer un petit peu dessus, parce qu'il faut apporter des réponses, et dès demain je dois apporter des réponses au ministère sur ce qu'on veut. Peut-être un élément aussi auquel vous ne serez pas habitué, surtout de ma part, parce que vous êtes habitué de m'avoir entendu pour taper sur le ministère et sur le ministre. Il y a une ouverture. Je ne sais pas jusqu'où on ira. Il y a une ouverture très claire. Et d'ailleurs pas que sur les semences, en ce moment, de la part du ministère, parce qu'ils sentent que ce bouleversement qui vient du brevet est d'une multinationale que vous connaissez tous, qui va en racheter une autre, hein, Monsanto, Syngenta, à eux deux, ça fait 40% du marché mondial des semences, 37 ou 38. C'est vrai que ça fait réfléchir en politique, même si c'est pour la propriété intellectuelle, quoi, ce genre ça fait des chocs. Voilà. Donc le premier sujet, c'est est-ce qu'on a le droit de cultiver ce qu'on cultive? Le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on a le droit d'échanger nos semences? Le troisième sujet, est-ce qu'on a le droit de commercialiser ce type de semences? Alors, premier sujet, est-ce qu'on a le droit de ressemer nos récoltes et de cultiver ce qu'on cultive? Oui, si ce n'est pas des OGM ou si ce n'est pas quelques espèces qui sont extrêmement réglementées au niveau sanitaire. Attention, il va y en avoir de plus en plus, mais bon, il n'y a pas de vignerons dans la salle, mais en tout cas, bon, pour avoir été vigneron, là, c'est les normes sanitaires qui nous coincent, ce n'est pas le catalogue. Le catalogue n'a rien à voir avec ce qu'on cultive. On a entière liberté de cultiver ce qu'on veut, du moment que ce n'est pas des OGM ou qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Sauf la propriété intellectuelle. Et on croyait jusqu'à maintenant que la propriété intellectuelle se réduisait au certificat d'obtention végétale, parce qu'on nous a tous dit, grâce au certificat d'obtention végétale, bon, c'est bien malheureux, les paysans, il faut qu'ils payent des royalties à l'obtenteur, mais au moins ça nous protège du brevet. Ben, c'est un gros mensonge, et on est en train d'en voir comment ça se passe aujourd'hui. Alors, le certificat d'obtention végétale, il protège la variété. Nous, on ne fait pas de variété, c'est pas homogène, c'est pas stable. Ça s'appelle les ressources génétiques, hein, le truc sur lequel on travaille au niveau juridique, c'est leur langage, hein, je m'excuse, c'est pas nécessairement le nôtre, mais c'est le leur. Il faut le comprendre si l'on veut savoir comment travailler là-dedans. Mais une ressource génétique, on peut l'identifier, la décrire, dire à telle date elle a été collectée à tel endroit. Donc si je décris par exemple, c'est arrivé à un des groupes ici présents, les variétés, enfin, c'est pas les variétés, les ressources génétiques sur lesquelles je travaille, que je les dépose dans une banque de gènes, notamment dans celle du système multilatéral du traité international sur les ressources phytogénétiques, c'est la preuve qu'à telle date, ce type de plante existe. Si demain un obtenteur s'amuse soit à homogénéiser quelque chose qui n'est pas encore homogénéisé, stabilisé, soit à prendre une lignée dedans pour en faire une variété, c'est appelé homogène,
il ne pourra pas m'interdire de continuer à cultiver ce que je fais. Parce que d'abord, je pourrais dire non, mais ton truc, il n'est pas nouveau, parce que c'est une copie, plus ou moins conforme d'un truc qui existait déjà, et j'en ai la preuve, puisque je l'ai mis dans une collection nationale et dans le système multilatéral. Et même il obtiendrait un certificat d'obtention de l'État, il ne pourra jamais m'interdire de ressemer, puisque moi j'avais la peine avant. Donc là, on était dans ce monde qui faisait qu'il y avait une espèce de paix armée entre les obtenteurs et le monde des paysans qui font la sélection paysanne et qui font leur propre semence. Ce qui bouleverse tout, c'est le progrès du séquençage génétique. De 2000 à 2010, le coût du séquençage génétique a été divisé par 10 000. C'est pareil. C'est-à-dire que quand on a écrit les lois, le coût du séquençage génétique coûtait 10 000 fois plus cher. On a mis 4 ou 5 ans pour séquencer le riz, au début des années 2000. En 2007, on a séquencé 10 espèces, depuis on en a séquencé 50 de plus. Et aujourd'hui, ce pourquoi il fallait 300 ou 400 chercheurs, plusieurs laboratoires, des millions de dollars il y a 20 ans, ça se fait en quelques jours avec quelques milliers de dollars. Séquencer une espèce entière. Et donc, il faut savoir que si on remet nos semences dans une collection nationale, et si en plus on va dire, moi je les connais bien, j'ai les savoirs, je suis paysan, alors ça s'appelle les savoirs paysans. Les savoirs paysans dans le langage juridique n'existe pas, il n'existe que les savoirs traditionnels. Donc il faut avoir des plumes, mettre des indigènes, et c'est pas contre les peuples pour moquer les peuples indigènes que je dis ça, mais c'est pour donner la conception des gens qu'on a en face. Les seuls indigènes qui existent en France sont les Kanaks et les communautés de Guyane. Il n'y a pas de savoir paysan en France. Pour le juriste, pour nous, il y en a. Parce que si moi je leur dis que ça résiste à la sécheresse ou que ça résiste à tel insecte, ça les intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui finance un projet qui s'appelle DIVSEEK, D-I-V-S-E-E-K, allez regarder sur Internet, pour faire une base de données électroniques mondiales de toutes les séquences génétiques, de toutes les accessions, ils appellent ça comme ça, donc de toutes les semences qui sont dans le système multilatéral du traité mondial. Donc il y a 7,5 millions d'accessions, peut-être à peu près 2 à 3 millions différentes parce qu'il y a quelques doubles. Donc ils vont faire 2 à 3 millions de séquençages de ressources différentes. Et en même temps, ils vont faire, grâce au phénotypage à haut débit, des bases de données, des caractères phénotypiques. Donc la résistance à la sécheresse, la forme, la couleur, etc. Et des caractères d'intérêt, résistance à l'insecte qu'on peut donner. Mais quand vous avez ces deux bases de données numérisées, vous n'avez plus besoin d'avoir des plantes dans les mains pour sélectionner et surtout pour déposer des brevets. Puisque aujourd'hui, il suffit d'identifier le lien entre une séquence génétique et un caractère, résistance à la sécheresse, à un insecte, etc. C'est une invention, ce n'est pas une découverte. C'est nouveau parce que ce n'était pas connu. C'est pas nouveau parce que ça n'existait pas. Sur le brevet, ils s'en foutent. Un truc qui existe peut être nouveau si on le porte à la connaissance. Et à partir de là, on va déposer un brevet sur un caractère, pas sur la ressource qu'on a donnée. Ça, c'est si on est dans le système multilatéral, ils n'ont pas le droit. Ils vont déposer un brevet sur un caractère. Et le brevet sur le caractère, il va protéger la ressource. Et donc moi, je n'aurai plus le droit de cultiver ce que j'aurais donné à l'INRA qui est venu collecter chez moi pour le mettre dans le système multilatéral. Donc on voit que dans la sécurisation du travail qu'on fait, il y a vraiment un gros changement qui est en train de se produire. Jusqu'à maintenant, on aime partager, on avait envie de donner nos semences, ça les sécurisait par rapport au certificat d'obtention végétale. Aujourd'hui, si on les donne, mais on facilite le dépôt de brevets sur les traits génétiques de nos semences. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce qu'on a le droit d'échanger nos semences? Alors on dit, tout échange à titre gratuit ou onéreux, c'est de la commercialisation. Non, c'est pas vrai, c'est un gros mensonge. C'est de la commercialisation si je vends de la semence en vue de l'exploitation commerciale de la variété. Alors déjà, nous, on ne fait pas des variétés, donc il n'y a pas d'exploitation commerciale de la variété. Ensuite, nous, on fait exactement comme les semenciers. Les semenciers qui échangent des semences entre eux, avec les banques de gènes ou avec les universités
pour sélectionner, pour inscrire au catalogue, c'est pas inscrit au catalogue, puisque c'est pour l'inscrire au catalogue. Ils ont bien le droit d'échanger. Ils échangent pour la sélection ou la recherche. Qu'est-ce qu'on a présenté ce matin? Nous, on fait tous de la sélection et de la recherche. On a le droit d'échanger. Quand Maurice Gaussman se faisait examiner, on nous disait c'est pas vrai. On a dit on n'a pas le droit, on prend gauche. Et en prenant gauche, on s'est rendu compte qu'on avait le droit, puisqu'ils nous ont dit effectivement, on ne peut pas interdire à un paysan de sélectionner et d'échanger pour sélectionner. Le problème qui se pose, si on va jusqu'au bout de la réflexion juridique, c'est que nous, on ne sélectionne pas en laboratoire, on ne manipule pas des gènes, on ne sélectionne pas dans la station d'expérimentation ou dans la parcelle expérimentale. On sélectionne dans le champ où la semence sera utilisée. On sélectionne dans les conditions d'utilisation, c'est ce qui fait la qualité de la sélection paysanne. Mais le champ agricole, sa récolte est commercialisée. Donc, la semence qu'on a le droit d'échanger parce qu'on fait de la recherche et de la sélection, on n'a pas le droit d'échanger parce que la récolte est commercialisée, donc il y a une exploitation commerciale de la semence échangée. Et donc on est dans une espèce de flou juridique qui fait que, et là merci aux chercheurs qui viennent travailler avec nous, je le dis régulièrement, c'est pas pour ça que vous venez, c'est pas pour ça qu'on vous a fait venir, mais la reconnaissance scientifique du travail qu'on fait est quand même ce qui permet aujourd'hui cette tolérance institutionnelle, puisqu'on est invité pour participer à la discussion, alors qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Donc, c'est des discussions sur le fait de savoir si on a le droit ou non de faire ce qu'on fait. Donc on voit bien que, et cette reconnaissance scientifique nous a amené, de la même manière ceux qui nous ont invités ici à AgroParisTech, ça fait la deuxième fois qu'on vient, hein, on est venu pour le précédent programme de recherche il y a 2 mois, on vient pour celui-là. C'est important de s'asseoir dans ce monde institutionnel, de faire reconnaître nos pratiques, parce que c'est ce qui permet la tolérance. Alors, cette tolérance, qu'elle va devenir? Eh bien, aujourd'hui, ils l'ont reconnu. Le dernier débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale, le président d'INRA, le président de CIRAD, le ministre, l'UFS, ils avaient tous le mot semence paysanne à la bouche. Rappelez-vous, quand on est né, les semences paysannes n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ils ont tous le mot semence paysanne à la bouche. Mais s'ils l'ont à la bouche, il va falloir qu'ils le cadrent, qu'ils y mettent un cadre, parce que s'il n'y a pas de cadre, c'est pas possible. La diversité, on ne peut pas la contrôler. Donc, alors, quel est le cadre qu'ils nous proposent? Et qui nous propose avec, ça j'en prends la responsabilité, des personnes qui ont une ouverture réelle par rapport à ceux qui étaient avant eux en poste au ministère. Il y a eu des changements de personnes et il y a une ouverture réelle. Donc on va rentrer dans le cadre de la conservation des ressources génétiques. Le dernier programme européen sur les ressources génétiques, c'est la conservation ex situ, la moitié de l'enveloppe, l'autre moitié de l'enveloppe in situ, y compris sur l'exploitation agricole. Nous sommes nés à l'époque du BRG où la conservation in situ n'était pas à l'ordre du jour en France. Aujourd'hui, le projet de décret dont on va discuter demain, il y a une définition de la conservation in situ, y compris sur l'exploitation agricole. Donc ça, c'est quelque chose de gagné. Ensuite, si on fait de la conservation, il faut être agréé comme gestionnaire de collection, ça comme ça. Et il faut que les collections soient agréées. Et c'est là qu'un certain nombre de problèmes se posent. Il y a 2 types de collections. Ce qu'ils appellent la collection nationale, en gros, c'est ce qui est bien identifié, bon, on va dire les variétés anciennes, c'est versé au traité international sur les ressources phytogénétiques de la FAO, c'est ce qui va rentrer dans la boîte à séquençage génétique. C'est ce qui va la servir à déposer des brevets. Donc sachez que ce qu'on met dans la collection nationale, bon, en gros c'est ce qui est déjà connu. On va mettre ça, on risque rien, ils l'ont déjà. Après, il y a les collections privées, pour lesquelles il faut qu'on peut être agréé. Le fait d'être agréé est quelque chose quand même de très important, parce que si on est agréé comme gestionnaire de ressources génétiques, on a le droit d'échanger. On ne peut pas ne pas échanger ce qu'on gère. Donc aujourd'hui, pour les échanges, on a gagné le cadre des J2E dans le cadre de la loi d'avenir, mais les J2E, bon, c'est dans le cadre de l'entraide, donc il n'y a pas de papier à faire, c'est impeccable, mais c'est limité à des petits groupes localisés qui correspondent un petit peu à une bonne partie de nos maisons de semences. Je veux dire, les échanges dans les maisons de semences, ceux qui veulent se faire reconnaître comme des J2E, je pense qu'on a un cadre sécurisé et sur lequel surtout on n'a pas de contraintes. Parce que si votre collection est agréée, il faut que vous soyez capable d'identifier tout ce que vous conservez. Il faut que vous mettiez à disposition une base de données de ce que vous conservez
il faut que vous mettiez à disposition des autorités vos protocoles de conservation, et il faut une traçabilité de toutes les entrées et de toutes les sorties. Ben, finalement, si vous voulez déposer des brevets sur des séquences génétiques, de disposer des bases de données de tout ce que ces camps de paysans y conservent, si en plus on ajoute la base de données des caractères d'intérêt, c'est vachement intéressant. Et si en plus on a toute la traçabilité de l'échange de semences, c'est encore plus intéressant pour aller chercher la semence, la voiler, parce qu'on saura où c'est qu'elle se trouve et dans quel champ on peut l'appliquer si des fois les paysans sont trop cons pour la donner et qu'ils disent non, on ne veut pas la donner. Je rappelle quand même que la collecte dont on avait fait allusion tout à l'heure, certains paysans ont refusé de donner leurs semences si on leur garantissait pas qu'il n'y avait pas de brevet dessus. Ils ont traversé la route, ils sont allés les chercher chez les voisins, c'est les mêmes, puisqu'on sélectionne collectivement. Donc, est-ce qu'il faut leur donner l'adresse de là où sont nos ressources? Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de pousser, bon, d'accord, ce cas nous va bien. Hein, G2E, gestionnaire de collection. Mais est-ce que Monsanto, ou le Magrin, ou RAGT est obligé de décrire et de faire de base de données de tous ces protocoles de sélection? Ça s'appelle pas le secret industriel, un truc comme ça. Est-ce que c'est un bien collectif? C'est-à-dire, est-ce que les chercheurs de l'INRA ont le droit de pénétrer dans les parcelles d'expérimentation de la RAGT pour aller chercher des échantillons et dire, moi je veux sélectionner dessus, il y a des chercheurs ici, est-ce qu'on vous autorise à le faire? Mais alors pourquoi le champ du paysan serait un bien public dans lequel le chercheur pourra entrer, se servir et dire, je vais sélectionner, je vais mettre ça dans le système multilatéral, etc. Comment s'appelle ce type de ressources? Ça s'appelle des ressources en développement. Une ressource en développement, c'est qu'on est dans un programme de sélection qu'on n'a pas fini. Ce n'est pas un bien public. Ce n'est pas un bien commun de l'humanité. C'est peut-être un bien commun d'un groupe, d'une communauté, qui s'appellera Maison de la Semence, réseau, ce que vous voulez, mais ce n'est pas à tout le monde. Vous n'avez pas le droit de venir au CLR chez nous pour en plus demain aller déposer des brevets. Donc si on n'arrive pas à faire reconnaître le fait que dans le champ de l'agriculteur, quand on fait la gestion dynamique ou la sélection, ce qu'il y a, ce sont des ressources génétiques en développement, et donc pas des ressources génétiques qui ont leur place dans la collection patrimoniale, ne vous faites pas agréer comme gestionnaire. Je vous donnerai la réponse d'une discussion assez rapidement. Le décret est prévu pour le mois d'octobre ou plus tard, hein, puisque c'est un décret d'application de la loi CO, mais pas de la loi d'Amiens agricole. Donc il est vieux, mais ils l'ont promis pour le mois d'octobre ou plus tard. Il y a des gens, y compris au ministère, qui sont favorables à faire reconnaître nos pratiques et à ce qu'on n'ait pas ce risque de brevetage. Il y a des gens, évidemment, qui ne le sont pas. Pour ceux qui connaissent le milieu, je ne citerai pas de nom. Le dernier cas, dans la commercialisation. Bon, on va évacuer tout de suite les variétés de conservation. Il faut qu'elles soient anciennes. Là, on ne fait pas de variétés anciennes puisqu'on fait de la sélection. Donc, ils sont ça trop tôt. Les variétés sans valeur intrinsèque, comme les variétés de conservation, il faut quand même qu'elles soient plus ou moins homogènes et stables. Moins que le catalogue, d'accord. Mais si vous voulez travailler qu'avec des petits sachets de blé, alors que bon, on échange quand même au minimum des sacs quand ce n'est pas des morceaux de benne, bon, ça ne correspond pas à nos pratiques. Il y a une ouverture, c'est les dernières qui restent de l'épisode de la proposition de nouveaux règlements européens, ce qu'ils appelaient le matériel hétérogène. C'est pas passé, il reste une autorisation aujourd'hui de dérogation pour 4 espèces, pendant 2 ans pour faire une expérimentation, blé, blé dur, avoine et maïs. Je ne sais pas. L'orge n'est pas finalement. L'orge, il y a orge aussi. Alors, quel est le problème de cette histoire de matériel hétérogène? Le matériel hétérogène, quand même, ce que ne supporte pas, bon, je peux vous le dire, hein, le décret français et le décret européen, la décision européenne a été écrite par un chercheur français. Je ne vous dirai pas son nom, parce qu'il connaît un peu le monde, vous verrez tout de suite qui c'est. Il nous faut du matériel hétérogène stabilisé. Donc déjà, c'est un problème. Le matériel hétérogène, il faut qu'il soit stabilisé. C'est vrai qu'on commercialise, il faut décrire ce qu'on commercialise. Alors, nous, c'est stabilisé pour les caractères d'intérêt qui nous intéressent à nous. Mais c'est exactement ce que Bertrand disait tout à l'heure. Ta variété Laverne, elle est devenue Laverne de chez Joly. C'est plus la Laverne de chez Bertrand. Donc nous, on va commercialiser, mais ça va changer. On ne va surtout pas garantir que ça va rester stable. Donc là, il y a une petite discussion qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on donne l'origine de toutes les ressources qu'on a utilisées. Nous, on est pour,
à condition qu'on les connaisse. Si c'est un paysan qui m'a donné ça de tel endroit, je dirais oui, je l'ai pris chez tel paysan de tel endroit. Mais là, on n'a pas la description de tous les croisements qui se sont faits, etc. Il faut qu'on décrive tout ça. Donc, nous, on veut bien, mais quand on a. Mais le pire, c'est qu'il faut qu'en 2 ans, on ait donc, des populations stabilisées dans lesquelles on ne reconnaît plus aucune variété aux ressources génétiques d'origine, en 2 ans. Il faut qu'on les ait multipliées, commercialisées, et qu'on leur donne le retour d'expérience de ceux qui l'ont cultivé. N'importe quel semencier vous dira que pour faire ce genre de truc, il faut au minimum 10 ans. N'importe laquelle de nos populations, on ne les a pas encore stabilisées, on n'a pas voté les protocoles, etc. Donc, il y a une ouverture, mais pour l'instant, on a l'impression qu'on va pouvoir y rentrer dedans. On va discuter avec le ministère, est-ce que ça peut évoluer, est-ce que ça peut ne pas évoluer. Le cadre actuel qui propose pour le matériel hétérogène ne correspond pas à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que, il n'y a pas une demande de beaucoup d'agriculteurs. Moi, je suis délégué général de l'association paysanne, mais je suis aussi syndicaliste à la Confédération paysanne. La majorité de mes adhérents, ils veulent acheter des semences et ils en ont marre des variétés homogènes et stables. Et surtout ceux qui travaillent en bio, ils veulent de cette diversité. Et il y a effectivement des gens qui peuvent proposer des choses qui ne sortiront pas du travail qu'on fait, mais qui peuvent intéresser pas mal d'agriculteurs. Voilà, je m'arrête là pour qu'on puisse échanger. Je vous rappelle les 3 thèmes, hein. Ressemer par rapport à la propriété intellectuelle, échanger et commercialiser. D'accord. De toute façon, par rapport à ces négociations dont tu parles, il y a un point qui est pas négociable au-delà du fait que, effectivement, les variétés population qu'on peut faire, même si elles étaient inscrites sur un catalogue ou quoi que ce soit, effectivement, il faut qu'elles soient référencées comme bien commun de l'humanité et inaliénable. Parce que s'il n'y avait pas cette base-là de négociation, on ne peut pas aller plus loin. Moi, par exemple, la Verne, il est chez Clément Joly, il est chez d'autres. Je sais pas même que tu en as chez Claude. Donc, chez Claude, c'est du la Verne Souriau. Donc, voilà, c'est. Mais peu importe, moi toutes les variétés que j'ai pu sortir de chez moi, j'en ai filé à tous les copains et ça ne me gêne pas du tout. Par contre, il est clair que ça doit être un bien inaliénable. Moi, je ne cherche pas à toucher de royauté dessus, bien entendu, j'en ai rien à faire. Pour moi, le bénéfice, c'est que les copains soient contents, c'est tout. Parce qu'ils vont me dire de manière très claire que ton blanc est inaliénable et fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Il n'y a pas de problème, il va être retraité. Il n'y a pas de problème pour eux. Mais eux, ils ne vont pas déposer un brevet sur le laverne. Ils vont déposer un brevet sur un caractère génétique du laverne. Et en plus, tu leur auras indiqué parce que tu leur as dit le laverne est intéressant pour telle raison. Donc, ils n'ont pas pris ton bien, mais leur brevet protège ton bien. Et à partir de là, ils ne t'appartiennent plus. C'est le cas, c'est-à-dire, si on ne fait pas péter les brevets sur les séquences génétiques, on ne pourra plus travailler en sécurité. Non, de toute façon, tu peux aussi, si c'est toi qui fais partie de la négociation, dire et issu, et quelques génétiques qui soient issues des variétés inscrites au bien commun. Et ils diront que le caractère, ils l'ont repéré dans une autre plante, pas dans la tienne. Même si, réellement, ils l'ont repéré dans la tienne. Oui, mais alors, au-delà de ça, ils l'auront repéré dans la mienne, mais ils ne pourront pas m'empêcher d'utiliser la mienne, puisque c'est considéré comme inaliénable. Alors, et tout ce qui en découle est considéré comme inaliénable. Alors, s'ils disent qu'ils l'ont trouvé ailleurs, de toute façon, qu'est-ce que tu veux, on n'empêchera pas que quand tu prends le métro, tu risques de rencontrer un pickpocket. Bon, c'est comme ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils ont leur monde, on a le nôtre. Et là, quand il y a le pickpocket, c'est un accident. Eh bien, mais Monsanto aussi, c'est un accident sur l'échelle planétaire. À l'échelle historique, oui. Oui, parce qu'une façon de contourner le problème, comme dans le logiciel open source, je le connais un peu mieux que les problèmes de semences, c'est d'avoir des licences ouvertes dans lesquelles tu brevets toi-même
de façon à empêcher quelqu'un de breveter pour lui-même. Et là, tu as un brevet qui octroie un droit d'usage, qui octroie un droit de modification, etc., etc. C'est une solution qui est intéressante dans la mesure où on n'est pas dans une course au brevet avec des concurrents. Ça marche bien dans le logiciel libre parce qu'il y a un effort à faire, non pas sur une ressource existante, mais sur une ressource qu'on est en train de créer. Et les communautés qui travaillent autour du logiciel libre protègent au fur et à mesure la rédaction de leurs lignes de code, les lignes de code qu'elles ont créées. Et ça leur permet de protéger assez bien leurs obtentions, mais leur logiciel. Là, on est dans un système où soit on accepte la course au brevet, dans laquelle il va y avoir un gagnant et un perdant, parce qu'il y aura forcément une série de compétiteurs qui auront plus de moyens que les autres. Soit on doit la refuser totalement et trouver une solution politique pour que la ressource reste considérée. Alors la notion de bien public est à géométrie variable, mais reste une ressource ouverte. Et là, j'aimerais bien avoir ton avis sur quelle faisabilité et quel intérêt il pourrait y avoir à breveter au fur et à mesure du recensement des ressources existantes celles qu'on souhaite garder ouvertes, et quel problème ça peut poser de rentrer dans ce genre de stratégie. Si tu veux, c'est une réponse théorique de l'histoire open source. Ça marche bien dans le logiciel parce que le logiciel qu'utilise celui qui fait des logiciels libres et le logiciel qu'utilise celui qui fait des logiciels propriétaires répondent aux mêmes lois mathématiques, au même monde de fabrication, d'élaboration. Tu as déjà eu un paysan qui va semer des séquences génétiques, toi? Ça ne pousse pas. Et nous, on ne va pas se mettre à fréquencer tout ce qu'on a. Tu sais combien il y a de séquences génétiques dans chacune des plantes qu'on a? Le nombre de séquences génétiques qu'il faudrait qu'on protège, de toute façon, ce n'est pas à notre portée. Aujourd'hui, cette histoire de brevet sur les gènes natifs, c'est à la portée de moins de 10 entreprises au niveau mondial, parce que la puissance des moteurs de recherche qu'il faut mettre en branle de calcul mathématique pour retrouver les liens entre les séquences génétiques et les caractères, ça demande quand même d'abord d'avoir des mathématiciens, d'avoir des biologistes, d'acheter le matériel et d'avoir l'accès à toutes ces collections, tous ces méta, aujourd'hui c'est les big data, etc. Maintenant, nous, on n'est pas dans le monde des big data, on est dans le monde de nos champs. Donc, on ne va pas rentrer dans ce monde-là, qu'ils y soient. Non, la seule solution, c'est la deuxième solution que tu as proposée, c'est refuser ce brevet. Et là-dessus, peut-être la dernière chose que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut le refuser. Aujourd'hui, on peut le refuser parce que la majorité des entreprises semencières en Europe sont des petites entreprises qui n'ont pas ces moyens logistiques de travailler sur ce type de brevet. Mais sachez quand même des chiffres qui sont relativement choquants, qui sont donnés par TC Group. En 1997, on avait à peu près 9 000 à 10 000 obtenteurs au niveau mondial qui se partageaient le marché. Il n'y en avait aucun qui détenait plus de 1% du marché. 97, c'est pas vieux. Aujourd'hui, 3 entreprises détiennent plus de la moitié du marché mondial des semences, et à 10, elles se partagent 75%. Ça veut dire que dans 4 ou 5 ans, les petites entreprises semencières qui peuvent aujourd'hui nous aider à avoir une décision politique contre le brevet sur les gènes natifs, elles seront toutes achetées par les multinationales, comme Cemenis a été acheté par Monsanto, je ne vais pas vous les citer toutes. Donc, ou bien on gagne maintenant, 2015-2016, ou bien c'est une bataille perdue, il faudra qu'on fasse avec. On a l'habitude de faire avec toi Bertrand, on n'a pas le droit, on prend gauche, on continue là-dessus, je suis d'accord avec toi. En fait, derrière ces questions de brevet et de protection, il y a quand même un problème qui se pose et qu'on a entendu dans toutes les présentations de ce matin et cet après-midi, c'est comment financer l'innovation. L'innovation, ça coûte. Vous, ce que vous faites, les associations qui se sont exprimées ce matin et les différents réseaux qui ont parlé, ont tous exprimé un problème de financement. Vous faites un boulot énorme et derrière se pose quand même la question de quel retour vous faites ou quel retour que ce soit l'utilisateur ou la société ou je ne sais pas qui, mais il y a quand même un besoin de retour et de financement de cette activité-là. Pour rappel, le système du brevet a été créé à une époque où on idéalisait la concurrence pure et parfaite, on se disait qu'il ne faut aucun monopole, aucun cartel,
Et c'est dans ce contexte-là qu'on a dit, bon, on accepte de donner un monopole à quelqu'un qui trouve une innovation pendant une certaine durée pour rendre justement l'activité d'innovation attractive et lui faire un certain retour sur investissement. La question que je me pose, si vous refusez le brevet, ou si vous refusez tout système d'appropriation ou de protection, enfin, déjà, bon, vous pouvez toujours militer et revendiquer le droit de faire ce que vous faites, et je pense que vous y arriverez, selon différentes modalités, mais qui finance ces activités et ces recherches et comment les dynamiser? Pour l'instant, bon, on ne finance pas les chercheurs qui viennent travailler avec nous, c'est les chercheurs publics, votre salaire, c'est les impôts. Les seuls chercheurs qui travaillent avec nous, on ne fait pas de contrat public-privé. Au niveau des programmes de recherche, les programmes de recherche dans lesquels ce sont des chercheurs publics payés par l'impôt. Ensuite, le financement du travail des paysans, c'est les paysans. Bon, on a toujours fonctionné comme ça, et nous on ne fonctionne pas avec des droits de propriété, on fonctionne avec des droits collectifs d'usage, qu'on gère entre nous, à l'intérieur de nos maisons de semences, à l'intérieur des communautés, etc. On a aujourd'hui, et je suis heureux d'avoir l'occasion de vous en parler, des propositions de financement qui nous viennent de la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez, ceux qui gèrent le marché du carbone, ceux qui gèrent le marché de compensation. Là, je fais une mare au canard en Camargue pour compenser la destruction de l'environnement avec une autoroute en Poitou-Charentes, vous avez entendu parler de ça. La Caisse des dépôts et consignations, elle est actionnaire de 10% chez Maghreb. Oui, c'est la Caisse des dépôts qui gère le portefeuille de l'État, donc c'est pas n'importe qui. Ils proposent d'investir dans les maisons de semences paysannes. Mais ils nous disent, voilà, nous on est un investisseur, de l'argent, à des taux d'intérêt quasiment nuls, sur des périodes extrêmement longues, donc on ne vous remboursez pas. C'est pareil que l'État qui donne de l'argent de Maghreb. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement, et le retour sur investissement, il doit se faire dans le cadre légal. Donc il faut ensuite que le travail que vous avez fait, qu'il y ait un obtenteur qui puisse commercialiser des semences, parce que sinon, nous, on ne peut pas justifier le fait d'investir chez nous. Moi, on m'a dit ça, j'ai dit, il y a un petit problème, variété homogénéisable, etc. Bon, après, je sais que, par exemple, la sélection en biodynamie ou en bio, pour nous, c'est un problème de financer. Les maisons de la science, pour l'instant, on ne se pose pas encore on a le problème de financer nos animateurs, mais c'est vrai que, par exemple, le travail que fait Viganerin en Allemagne, du travail de ce type-là, il y a une demande de beaucoup d'agriculteurs, il y a un besoin. Est-ce qu'on doit réfléchir à traiter avec le diable, parce que pour moi, la Caisse des dépôts et consignations, ça fait partie du diable. Mais d'un côté, je voulais vous transmettre en tout cas cette proposition, parce que ça ne m'appartient pas et ça n'appartient pas au réseau tout seul de dire oui ou de dire non. Elle est sur la table, elle est récente. Voilà, peut-être c'est pas fait pour les maisons de semences paysannes, à nous d'en discuter. Peut-être c'est pas fait pour la sélection biodynamique, et peut-être ça peut être fait pour la sélection biodynamique, je ne sais pas. Alors, on voit bien qu'ils sont aussi en train de faire de nouvelles propositions, mais sachez que ce qu'ils veulent, c'est récupérer nos innovations. N'oubliez pas ça.